Le carillon de la porte a sonné, un son cristallin et trop joyeux pour un mardi après-midi pluvieux. J'étais devant l'évier, à récurer une tasse à café qui n'avait rien demandé, les yeux rivés sur le filet d'eau tiède qui s'écoulait, emportant avec lui les restes d'un matin déjà lointain. Le cœur s'est serré, un pressentiment froid. Ce n'était pas le facteur habituel, celui qui laisse les colis dans le sas. Non, c'était quelqu'un d'officiel, debout sous l'auvent, une mallette fine à la main, un imperméable sombre dont les gouttelettes perlaient sur le tissu. Son visage était neutre, mais l'enveloppe qu'il tenait, épaisse et beige, ornée du logo sobre d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais que trop bien, m'a instantanément gelé le sang. Il m'a tendu le pli avec une gravité presque théâtrale, un stylo pour la signature, une petite pression sur mon avant-bras comme pour signifier le poids du contenu. Le papier était rigide, presque craquant sous mes doigts. Une fois la porte refermée, le silence s'est fait plus lourd, la pluie contre la fenêtre plus insistante. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, cette même table en chêne clair qu'on avait choisie ensemble, il y a des années, avec l'idée qu'elle serait le centre de nos repas, de nos conversations, de nos rires. Maintenant, elle supportait ce qui allait, je le savais, déchirer ce qu'il en restait. Mes doigts ont tremblé en déchirant le bord épais. Le bruit du papier lacéré a résonné dans le vide de l'appartement. Une feuille, puis une autre, remplie de caractères juridiques froids, impersonnels. Mon regard a glissé sur les paragraphes denses, cherchant la clause, le chiffre, la phrase qui changerait tout. Et puis je l'ai vu. 5 000 $ par mois. 5 000 $. Chaque mot, chaque virgule, chaque zéro s'est imprimé dans ma rétine comme un fer rouge. La demande de pension. Un chiffre vertigineux, démesuré, obscène. L'air s'est raréfié dans mes poumons. Je me suis écroulé sur la chaise la plus proche, l'enveloppe froissée à côté de moi, les yeux fixés sur cette somme folle. 5 000. J'ai senti une nausée monter, une sensation de vertige m'envahir. La pièce a commencé à tourner lentement, les bruits extérieurs se sont estompés, remplacés par le bourdonnement sourd dans mes tempes. J'ai fermé les yeux, tentant de repousser l'image de ce chiffre qui dansait derrière mes paupières. Et dans le noir, elle est apparue. Chloé. Non pas celle des dernières années, celle aux yeux durs et aux reproches faciles, mais la Chloé d'avant. Celle qui, il y a une éternité, avait des yeux qui pétillaient, non pas d'envie matérielle, mais d'une lueur d'avenir partagé. Je me suis souvenu d'un soir, assise sur le rebord de notre fenêtre étroite dans notre premier appartement d'étudiant, ses genoux remontés contre sa poitrine, le menton appuyé dessus, tandis que ses cheveux, alors moins travaillés, encadraient un visage sans phare. Elle parlait de nos rêves, de construire quelque chose. Pas un empire, pas une fortune. Juste une vie simple, un petit jardin, des voyages en sac à dos quand on aurait assez économisé. Elle me décrivait avec une précision enfantine la petite maison qu'on aurait un jour, la couleur des rideaux, le parfum du basilic sur le rebord de la cuisine. C'était une image si pure, si éloignée des paillettes, des marques, des strass qu'elle semblait traquer maintenant. Notre petit appartement. Un cagibi au 3e étage sans ascenseur, avec une vue imprenable sur les poubelles du restaurant d'en bas et l'odeur persistante de friture qui s'infiltrait par la fenêtre même fermée. On y entassait nos livres d'université, nos quelques meubles chinés, notre machine à café d'occasion qui crachait un espresso à peine buvable. Le frigo était souvent vide, ou garni de pâtes instantanées et de sauce tomate premier prix. Mais Dieu que cet endroit résonnait de nos rires. On se racontait nos journées, nos courses soporifiques, nos petits triomphes à la bibliothèque. Je revois Chloé, penchée sur son bureau, mordillant le bout de son stylo, une mèche de cheveux tombant sur son visage concentré. Et puis nos pauses, nos blagues potaches, les soirées passées à décortiquer le monde, à refaire l'histoire avec la naïveté de nos 20 ans. On mangeait des pizzas surgelées en regardant des films en boucle, cachés sous une couverture usée, ses pieds glacés contre les miens. Nos disputes étaient rares, vite éteintes par un sourire, un regard complice. La pauvreté n'était qu'un décor, un arrière-plan flou à notre tableau. L'important, c'était la certitude d'être là, l'un pour l'autre, contre le reste du monde. Alors, comment étions-nous arrivés là? Comment la Chloé qui rêvait d'un jardin s'était-elle transformée en celle qui exigeait 5 000 $ par mois, en se basant sur une illusion de grandeur qu'elle n'avait jamais vraiment connue avec moi? Le chemin parcouru entre le rire emplissant l'air d'un appartement sans frigo plein et le silence pesant d'une salle d'audience s'était tiré, tortueux. Chaque pas, chaque année, semblait avoir creusé un fossé toujours plus large, jusqu'à l'abîme que je contemplais maintenant, seul,
devant cette feuille de papier maudite. Elle, de l'autre côté de cet abîme, me jetant cette somme comme on jette un os à un chien. Cette demande n'était pas seulement une somme d'argent, une pension. C'était une gifle. Une gifle froide et sonore qui résonnait sur une décennie de ma vie. 10 ans. 10 ans de projets communs, de sacrifices partagés, d'espoirs bâtis brique par brique. 10 ans où mon bras avait été son oreiller, ma main son soutien, ma voix sa confidence. C'était une gifle sur chaque petit effort, chaque heure supplémentaire au travail pour payer les études de l'un ou de l'autre, chaque compromis, chaque renoncement personnel pour un « nous » qui n'existait plus. Une décennie réduite à une ligne dans un document juridique, une exigence pécuniaire. C'était comme si elle balayait, d'un revers de la main, tout ce que nous avions été, tout ce que j'avais investi. C'était une trahison encore plus amère que le divorce lui-même. C'était la profanation d'un passé qu'elle prétendait renier pour mieux s'enrichir. Et je ne pouvais pas, je ne voulais pas, la laisser faire. La saveur métallique dans ma bouche, tu vois, elle n'est pas venue d'un coup. Elle s'est installée lentement, comme une rouille invisible sur une vieille pièce de monnaie qu'on aurait oubliée dans un tiroir. Au début, c'était subtil, un arrière-goût léger après une conversation trop courte, un silence trop lourd. Puis, c'est devenu familier, une présence presque constante, comme si mes propres dents saignaient doucement sous l'accumulation de tout ce qui n'était pas dit. Des non-dits qui s'entassaient, brique après brique, pour ériger un mur invisible entre Chloé et moi, un mur de plus en plus opaque à mesure que les mois s'étiraient, long et pesant. Je me souviens d'elle, Chloé, dans la cuisine, le dos tourné, affairée à un repas qu'elle ne finirait peut-être même pas avec moi. Je posais une question banale, sur sa journée, sur ce qui l'occupait, et elle répondait en murmure, sans se retourner, la voix comme effilochée, le son étouffé par le bourdonnement du frigo. J'avais l'impression de parler à un fantôme. Ou pire, à une étrangère qui habitait la même peau que la femme que j'avais aimée, mais dont l'âme s'était évaporée. Ses yeux, autrefois des phares qui captaient ma lumière, étaient devenus des miroirs sombres qui renvoyaient mon propre reflet, interrogatif et de plus en plus éteint. Le cliquetis de ses talons sur le parquet de l'entrée, avant, c'était le son du retour, la promesse d'une présence, d'un partage. Un son joyeux, rythmé, qui emplissait l'appartement. Mais un jour, ce son a changé. Il est devenu plus sec, plus pressé, presque agressif. Un son qui annonçait un départ, plutôt qu'un retour. Elle avait pris l'habitude de sortir, de plus en plus souvent. Une soirée entre copines, un verre avec Sarah, un événement professionnel important. Les excuses, au début, je les gobais sans y réfléchir. Pourquoi aurais-je douté de Chloé, de celle qui avait partagé mes rêves les plus simples et mes nuits les plus profondes? Mais ces soirées se sont multipliées, comme une épidémie silencieuse. Je me retrouvais seul, le dîner réchauffé sur la table, la télé en sourdine, ma propre assiette vide, à fixer l'heure qui rampait sur le cadran. Le bruit de la clé dans la serrure, toujours plus tard, me faisait sursauter. Parfois, j'étais déjà endormi, ou je faisais semblant de l'être, la peur au ventre de la confronter, de briser le peu de quiétude qu'il nous restait. J'entendais son pas léger dans le couloir, le bruissement de ses vêtements quand elle se déshabillait, puis le silence glacé qui s'installait. Et puis, il y a eu les sacs. Pas juste des sacs, non. Des sacs griffés. Le premier, un cuir souple et noir, avec une marque que je connaissais de nom, mais jamais de vue. Il est apparu un matin, posé sur le meuble de l'entrée, comme un objet inoffensif. Je l'ai touché du bout des doigts, la texture froide et luxueuse sous mes doigts. Oh, ça? C'est une amie qui me l'a prêté, elle avait dit, d'un ton désinvolte, sans même lever les yeux de son téléphone. Puis un autre est arrivé, plus petit, d'une couleur éclatante. Et un autre. Et un autre encore. Chaque apparition était un petit coup de marteau, une fissure de plus dans la façade de notre vie. D'où sortait l'argent? Nos comptes étaient conjoints, nos revenus, nous les gérions ensemble. Mais les questions s'étranglaient dans ma gorge. Poser la question, c'était ouvrir la boîte de Pandore. Et j'avais peur de ce qui allait en sortir. Les voyages. Au début, c'était des week-ends. Je pars avec les filles à Paris, on a besoin de se changer les idées. La valise, une petite coque rigide, traînait sur le parquet, déjà prête la veille. Elle partait, me laissait un baiser pressé sur le front, une aura de parfum étranger, et disparaissait. Je restais seul avec le silence de l'appartement qui résonnait, amplifié par son absence.
Elle revenait, bronzée, les yeux brillants d'une lumière que je ne reconnaissais plus. Des photos surgissaient sur son fil Instagram, des cocktails colorés au bord d'une piscine, des vues imprenables sur des toits inconnus, des rires partagés avec des visages que je connaissais à peine. Un week-end à Madrid. Puis un autre, plus lointain, une retraite bien-être quelque part en Italie. Je voyais les destinations défiler sur son téléphone, un défilé de paysages exotiques et de sourires forcés, et je me demandais quand j'étais devenu un spectateur de sa propre vie. Quand avais-je perdu ma place dans le cadre? C'était un voile, oui, un voile brodé d'excuses et de futilités, que j'étais incapable de percer. Chaque tentative pour en soulever un coin, pour voir ce qu'il y avait derrière, était accueillie par une main invisible qui le rabattait avec force. Tu sais, j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Les murs étaient les mêmes, les meubles aussi, du moins la plupart. Mais l'âme du lieu avait fui. Mon café du matin avait un goût de solitude amère. La place à côté de moi sur le canapé, où elle se blottissait autrefois pour regarder un film, restait vide, son empreinte absente. Même l'air, autrefois saturé de nos odeurs mêlées, portait maintenant des effluves de son nouveau parfum, un sillage entêtant et agressif qui ne me rappelait pas la Chloé que j'avais épousée. Le miroir de la salle de bain, où nous nous étions brossé les dents 1000 fois côte à côte, reflétait désormais un homme fatigué, les cernes creusées, et à côté de lui, le souvenir pâle d'une femme qui n'était plus là, du moins pas pour moi. J'observais ce reflet, ce fantôme. C'était comme regarder une photo se décolorer sous un soleil trop ardent. La Chloé que j'avais épousée, avec ses rêves simples d'un potager, d'une petite librairie, d'une vie tranquille à deux, se dissolvait lentement, inexorablement. Elle se noyait dans une mer d'exigences nouvelles, de futilités étincelantes. Ses conversations tournaient autour de marques, de followers, de la dernière collection de tel créateur, de l'importance de l'image. Des sujets qui me laissaient perplexe, le souffle court. Où était passée la femme qui s'émerveillait devant un coucher de soleil, qui riait aux éclats d'une blague potache, qui se contentait d'un pull chaud en hiver et d'une balade en forêt? Elle était remplacée par une coquille vide, obsédée par la surface des choses. La notion de profondeur s'était évaporée, emportée par un vent de vanité. Cette sensation de sable mouvant sous mes pieds, elle est devenue ma compagne. Tu te lèves le matin, et tu ne sais pas si le sol va s'effondrer. Tu marches, chaque pas est incertain, tu cherches un appui solide, une prise, mais tout glisse. Chaque mot que j'échangeais avec elle, chaque tentative de reconnexion, chaque question innocente que je posais, était comme un pas de plus dans cette substance instable qui m'aspirait. Je me noyais lentement, sans faire de bruit, sans éclaboussure. La tension était partout, dans l'air, dans les silences, dans les regards furtifs qu'elle me jetait. Je ne savais plus qui j'étais à ses yeux, ni ce que nous étions. Était-ce moi qui étais fou, paranoïaque? Ou était-ce elle qui portait un masque de plus en plus sophistiqué? Le doute rongeait mes nuits, mes journées, ma capacité même à respirer librement. Je ne pouvais plus me fier à rien, pas même à ma propre perception de la réalité. Et c'est peut-être ça, le pire de la trahison avant même qu'elle ne soit révélée, l'anéantissement de ta propre certitude, la perte de ton ancrage dans le monde. Le silence. C'était ça, le divorce. Pas des cris, pas des larmes aux éclats, juste un silence assourdissant qui s'était installé dans chaque recoin de l'appartement vidé de ces éclats de rire passés. Les miroirs me renvoyaient l'image d'un homme que je peinais à reconnaître, les traits tirés, l'œil hagard. Je me disais que le plus dur était derrière moi, que la tristesse, cette chape de plomb sur le cœur, finirait par se dissiper comme la buée sur une vitre un matin d'hiver. Je me préparais à reconstruire, pièce par pièce, ce qui avait été brisé. Je me trompais. La demande de pension fut le coup de massue qui n'avait jamais claqué. C'était comme si, après avoir amputé mon bras, on me réclamait de payer pour la cicatrice, pour le membre fantôme qui continuait de me faire mal. 5000 $ par mois. Le chiffre s'était imprimé sur ma rétine, un virus qui s'était propagé, parasitant chaque pensée, chaque tentative de respirer normalement. Une colère froide, une sorte de jure interne, a commencé à se former, lentement, insidieusement, là où la peine avait jadis élu domicile. Ce n'était plus de la tristesse, c'était une brûlure, une rage sourde qui faisait monter une sève amère à ma gorge. Je serrais les mâchoires si fort que le muscle au coin de mon œil tressaillait. Est-ce que tu connais cette sensation? Cette impression que quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose d'essentiel, est en train d'être arraché, non pas par accident, mais par une main délibérée, avide?
Elle avait osé. Chloé, la femme qui, il y a 10 ans, aurait été horrifiée par l'idée même d'une telle avidité, la voilà qui se drapait dans l'étoffe d'une victime indigente. Ses avocats, par procuration, la dépeignaient comme une âme brisée, financièrement démunie, incapable de subvenir à ses besoins après le traumatisme du divorce. J'avais les documents sous les yeux, imprimés sur un papier glacé qui sentait l'encre fraîche et le mensonge. Des tableaux de dépenses fictives, des allégations d'un mode de vie modeste qu'elle ne pouvait plus maintenir. Leurs mots étaient des couteaux, bien émoulus, mais qui n'entaillaient que ma patience. Car moi, je savais. Je savais pour la nouvelle Mercedes CLA, grise métallisée, qu'elle avait garée devant notre ancien immeuble, son reflet brillant sous le soleil d'automne, quelques semaines seulement après que les papiers de divorce aient été signés. Je l'avais croisée par hasard, le temps d'un regard glacial qui avait duré une éternité. Elle avait son téléphone à l'oreille, les cheveux impeccablement coiffés, un sourire figé sur les lèvres, comme si elle posait pour une photo invisible. La voiture. Elle n'avait jamais aimé les voitures, elle trouvait ça encombrant. Maintenant, elle en avait une. Une belle. D'où venait-elle? Je savais pour les week-ends prolongés, ces escapades qu'elle affichait avec une telle désinvolture sur son compte Instagram, comme si elle n'avait jamais connu de soucis, comme si le monde entier était son terrain de jeu. Un petit clic sur l'icône, un léger balayage du pouce, et voilà le visage de la misère. Des photos de Bali, filtrées à la perfection, des cocktails colorés au bord d'une piscine à débordement donnant sur l'océan, des repas gastronomiques où chaque plat était une œuvre d'art, des excursions en bateau avec des vues à couper le souffle. Elle riait, les cheveux au vent, le teint hâlé, un verre à la main. Et n'oublions pas la montre. Une petite merveille en or rose, sertie de diamants, dont le tic-tac discret valait bien plus que n'importe quel mois de son prétendu dénuement. Je me souvenais de l'avoir vue en vitrine un jour, une vitrine rue de la Paix, et d'avoir souri en me disant que c'était le genre de folie qu'on ne s'offrirait jamais. Les dîners coûteux. Son fil Instagram en était truffé. Pas des photos de plats faits maison, non. Des assiettes méticuleusement arrangées dans des restaurants étoilés, des bouteilles de vin dont l'étiquette seule aurait pu payer mon loyer. Toujours accompagné, bien sûr. De ces amies que je n'avais jamais rencontrées, des femmes souriantes, toutes aussi tirées à 4 épingles qu'elles, affichant des accessoires qui coûtaient le prix d'un petit appartement. Mes yeux brûlaient en regardant ces images, une bile amère montait en moi. Comment pouvait-elle oser? Comment pouvait-elle, avec une telle audace, prétendre le contraire devant la justice? C'est là qu'est intervenu Maître Dubois. Son bureau était imprégné d'une odeur de vieux cuir et de café tiède, une atmosphère de sérieux, de rigueur. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore sous le choc, ma voix ne parvenait pas à dépasser le murmure, mes mains tremblaient légèrement quand je lui tendais les documents. Il écoutait, le regard perçant derrière ses lunettes fines, tapotant un stylo sur une pile de dossiers impeccablement rangés. Sa voix était un roc, calme, profonde, chaque mot prononcé avec une clarté et une assurance qui inspiraient confiance. « Monsieur, cette supercherie ne tiendra pas. Nous allons chercher la vérité. » J'ai cru sentir une once d'espoir, mais surtout, une validation de ma colère. Il ne minimisait pas l'outrage, il le reconnaissait. Il voyait le même mensonge éhonté que moi. Il m'a dit, nous allons percer ce rideau de fumée qu'elle tente d'ériger. Chaque détail compte. Il ne s'agissait pas seulement de mes finances, il l'avait compris. C'était une question de principe, de dignité. Comment pouvais-je laisser quelqu'un qui avait partagé une décennie de ma vie, me piétiner ainsi, salir notre passé commun pour de l'argent? La quête de la vérité est devenue obsessionnelle. Je suis passé au crible chaque image, chaque légende, chaque commentaire sur les réseaux sociaux de Chloé. Maître Dubois m'avait donné une liste précise, date, lieu, marque, prix estimé. Il voulait du concret, du palpable. Je passais mes soirées, une tasse de thé froid posée sur le bureau, le dos courbé, à scruter un écran d'ordinateur dont la lumière blafarde éclairait mes cernes grandissants. Je me sentais un peu comme un détective privé, une ombre furtive dans la vie de celle qui avait été ma femme. C'était une sensation étrange, un mélange de dégoût et de détermination. Chaque preuve que je dénichais, chaque prix de robe de marque, chaque estimation de voyage, chaque détail sur cette foutue voiture, venait alimenter ma rage et la transformer en une arme froide. Mon avocat était méthodique. Il me demandait de tout imprimer, de tout dater, de tout organiser. Des dossiers ont commencé à s'empiler dans un coin de mon salon,
des chemises cartonnées pleines de captures d'écran, de factures retrouvées, de relevés bancaires. Je me souvenais de conversations avec Chloé, il y a si longtemps, quand elle se moquait des gens qui passaient leur vie à se pavaner sur Internet. L'ironie était un coup de marteau sur l'enclume de ma mémoire. Cette bataille n'était pas seulement pour l'argent, non. C'était pour ma dignité. La sienne, elle l'avait jetée aux orties. Mais la mienne, je la tenais entre mes mains comme une flamme vacillante que je devais protéger. Laisser Chloé redessiner notre réalité, lui donner le pouvoir de réécrire notre histoire avec le pinceau de la manipulation et de la cupidité, c'était accepter d'être effacé, de n'avoir jamais compté. C'était la laisser gagner sur tous les fronts, non seulement celui de l'amour, mais aussi celui de la vérité. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Le poids de l'injustice pesait lourdement sur mes épaules, une douleur constante, sourde. Chaque matin, en me levant, je sentais cette pression, comme si une main invisible appuyait sur mon diaphragme, me rendant la respiration un peu plus difficile. Mais cette pression, étrangement, manquerait. Elle m'empêchait de m'effondrer. Elle était le carburant de ma détermination. Le désir de justice était devenu plus fort que l'amertume, plus fort que la douleur du déchirement. Je voulais qu'elle fasse face à la réalité, à ses propres mensonges, à la vérité qu'elle tentait si désespérément d'enterrer sous un tas de paillettes numériques. Je voulais la voir confrontée à la portée de sa propre bêtise, de sa propre vanité. Le chemin serait long, sinueux, mais j'étais prêt. J'étais prêt à me battre, armé de preuves et d'une colère froide qui, je le savais, allait brûler jusqu'à ce que justice soit faite. L'odeur du vieux bois, lourd et imprégné d'une centaine d'histoires silencieuses, me prenait à la gorge dès que les portes massives de la salle d'audience s'étaient refermées derrière moi. Ce n'était pas un parfum de bibliothèque, réconfortant, mais plutôt celui d'un grenier oublié, où la poussière fine dansait dans les rares rayons de lumière qui perçaient les hautes fenêtres, voilées par des rideaux épais, passés. Un mélange de cire d'encaustique usée, de papier vieilli, et une pointe indéfinissable de tension humaine, ça, c'était l'arôme de la justice, ou du moins, de son processus. Mes paumes étaient moites, une sensation désagréable de sable fin collant à la peau, et le battement sourd de mon cœur résonnait dans mes oreilles, couvrant presque le léger frottement des robes d'avocat et les murmures étouffés des quelques personnes présentes. Maître Dubois, assis à ma gauche, avait posé une main ferme sur mon avant-bras. Un simple geste, mais il ancrait ma présence dans cette réalité, ce moment précis, m'empêchant de glisser dans le tourbillon de mes pensées. Ses yeux, d'un calme olympien derrière ses lunettes fines, m'avaient dit sans un mot que nous étions prêts. Le fauteuil en bois, dur et froid sous mes fesses, semblait accentuer la raideur de mon dos, une raideur qui n'était pas seulement physique, mais aussi celle d'une volonté tendue à l'extrême. Chaque fibre de mon être était sous tension, prête à encaisser, à absorber, à riposter. J'avais passé des nuits blanches, des semaines à me noyer dans les chiffres, les relevés bancaires, les captures d'écran. Ce n'était plus seulement une question d'argent, ni même de dignité. C'était une question de vérité, de ce qui restait de mon intégrité face à cette tentative de réécriture flagrante de notre passé. Puis Chloé était entrée. Je l'ai vue, ou plutôt, je l'ai sentie avant de la voir, comme une perturbation dans l'air. Son pas était mesuré, lent, presque flottant sur le parquet ancien. Elle portait un tailleur de tweed gris perle, d'une coupe impeccable, qui lui donnait une allure à la fois sobre et élégante, calculée pour inspirer une certaine forme de respect, ou de pitié. Ses cheveux, d'ordinaire lâchés et sauvages, étaient sagement relevés en un chignon bas, dégageant un cou fin, fragile. Pas un seul bijou clinquant, juste des boucles d'oreilles discrètes en perles et une montre fine, loin de la montre incrustée de diamants que j'avais tant de fois vu scintiller sur ses stories Instagram. Chaque détail de sa tenue criait femme démunie, mais digne. Je me suis forcé à ne pas croiser son regard, à fixer un point imaginaire sur le mur en face, car je savais que si je plongeais dans ses yeux, même un instant, je risquerais de vaciller, de me souvenir de la jeune fille que j'avais aimée, et non de la femme qui se tenait là, prête à me dépouiller. Elle s'est installée à la table d'en face, à quelques mètres, son avocate à ses côtés, une femme aux traits acérés et au regard froid. Chloé a posé ses mains sur le bois patiné, ses doigts fins légèrement entrelacés, une image de vulnérabilité contenue. La pièce s'était remplie d'un silence pesant, un silence qui amplifiait le léger grincement d'une chaise, le froissement d'un dossier. Le juge était entré, silhouette imposante sous sa robe noire, et s'était assis derrière son estrade, le visage impassible, sorte de sphinx dont le moindre froncement de sourcils pouvait sceller un destin. Il a commencé, sa voix grave et monocorde, à énumérer les points de l'audience, la formalité du rituel,
un prélude nécessaire avant le cœur du combat. Quand Chloé a été appelée à témoigner, elle s'est avancée vers la barre. Sa démarche était hésitante, ses épaules légèrement voûtées. Elle a juré, d'une voix à peine audible, de dire la vérité. Puis, sur les questions douces et encourageantes de son avocate, elle a commencé à dérouler son récit. Sa voix, autrefois capable de rires tonitruants qui résonnaient dans nos murs, était maintenant douce, mielleuse, empreinte d'une tristesse feinte. Elle parlait de la difficulté de la transition, des sacrifices qu'elle avait faits pour notre mariage, de son isolement social après notre séparation, de son incapacité à retrouver un emploi stable malgré toutes ses tentatives. Chaque mot était une lame, finement aiguisée, glissant entre mes côtes. J'ai senti le goût métallique dans ma bouche, celui de la colère refoulée qui remontait, se mêlant à l'amertume. Elle a décrit une vie de privation, de dettes accumulées, de nuits passées à s'inquiéter de l'avenir, son regard parfois levé vers le juge, cherchant la compassion, le frisson de sympathie. Elle parlait de son appartement modeste, des petites économies qu'elle avait dû puiser, de la nécessité de maintenir un certain niveau de vie pour son bien-être mental, mais sans jamais donner de détails concrets sur les dépenses exorbitantes que j'avais documentées. C'était un numéro d'actrice magistrale, une performance si bien rodée que j'aurais pu être ému, si je n'avais pas été celui qui avait vécu l'envers du décor. Je l'observais, tendu, ma mâchoire serrée à en faire craquer l'émail, une veine palpitant dans ma tempe. Comment pouvait-elle se tenir là, devant un tribunal, et débiter de telles contre-vérités avec une telle conviction? Le cynisme pur de la chose m'étouffait. Puis vint le tour de Maître Dubois. Il s'est levé lentement, d'une stature calme et imposante, le regard fixe, une détermination silencieuse gravée sur son visage. Il n'a pas haussé le ton, n'a pas cherché la confrontation directe dès les premières questions. Ses paroles étaient mesurées, polies, mais chaque question était une pierre posée, préparant le terrain. Il a commencé par des banalités, des confirmations de son identité, de la durée de notre mariage, des détails de notre séparation. Chloé, visiblement soulagée, a répondu avec une assurance retrouvée, pensant peut-être avoir passé le plus gros de l'épreuve. Mais Maître Dubois n'était pas là pour des banalités. Il a posé une question anodine, sur la façon dont elle gérait son stress, ses loisirs. Chloé a évoqué des promenades méditatives, des petits plaisirs simples, un besoin de se ressourcer. C'était là. C'était le moment où l'air dans la salle est devenu épais, presque irrespirable. Maître Dubois a fait un signe discret à son assistant, qui était assis derrière lui, affairé sur un ordinateur portable. Un écran géant, jusqu'alors noir et silencieux, s'est allumé sur le mur latéral, projetant une lumière froide qui a brutalement éclairé la pièce. Le premier cliché est apparu. Une image nette, éclatante de couleurs. Chloé, rayonnante, en robe d'été légère, posant fièrement devant une Mercedes CL à flambant neuve, gris métallisé, avec un ruban rouge symbolique sur le capot. Son sourire était large, non pas le sourire doux amer de la femme démunie, mais celui d'une exultation pure, presque arrogante. La légende, affichée en gros caractères sous la photo, disait « Mon nouveau bébé ». Tellement reconnaissante pour cette nouvelle étape. #Mercedes, #NewCar, #Blessed, #DreamBig. Un léger murmure a parcouru la salle. J'ai vu l'épaule de l'avocate de Chloé se crisper. Chloé, elle, avait pâli, ses yeux écarquillés fixant l'écran comme si c'était un fantôme. Le juge, qui jusqu'alors avait gardé une expression neutre, a froncé les sourcils, penchant la tête légèrement. Maître Dubois a cliqué. La Mercedes a disparu, remplacée par une scène paradisiaque. Chloé, cette fois-ci en maillot de bain designer, un cocktail coloré à la main, allongée sur un transat au bord d'une piscine à débordement donnant sur l'océan. Des palmiers se balançaient doucement à l'arrière-plan, un ciel d'un bleu irréel. Bali Vib. Enfin le repos bien mérité après tant d'efforts. La vie est belle quand on sait se gâter. #Balilife, #infinitypool, #travelgram, #treatyourself. La date du post, seulement 2 mois après notre séparation officielle. Le contraste avec son récit de difficulté était brutal, presque obscène. Le silence est devenu assourdissant. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Les yeux du juge étaient fixés sur l'écran, puis ils ont glissé vers Chloé, dont le visage avait viré au cramoisi. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a ouvert la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Maître Dubois a cliqué une dernière fois. Un gros plan sur le poignet de Chloé. La montre.
La montre en or rose, incrustée de minuscules diamants, dont j'avais vu le prix lors de mes recherches, plusieurs mois de mon salaire. La lumière du flash capturait chaque éclat, chaque étincelle de luxe. La légende était plus courte cette fois, petite folie du jour, je le vaux bien. #LuxuryWatch, #DiamongGirl, #selflove. Là, c'en était trop. Pas pour moi, non, pour l'atmosphère. Une vague de stupéfaction, presque de consternation, a balayé la salle. L'avocate de Chloé s'est levée brusquement, prête à objecter, mais Maître Dubois l'a devancée, sa voix claire et tranchante, « Votre honneur, nous avons ici des preuves flagrantes de la discrétion et des difficultés de madame, telles qu'elle les a si éloquemment décrites. » Puis, cela est arrivé. Le juge, qui avait observé les images avec une intensité croissante, dont le visage avait montré une gamme d'émotions allant de la perplexité à l'incrédulité, a d'abord laissé échapper un petit souffle, comme un sifflement. Et puis, un rire. Un rire sonore, incrédule, un son inattendu qui a explosé dans le silence religieux de la salle. Ce n'était pas un rire moqueur, non, mais un rire de pure stupeur, d'une sorte de consternation amusée devant tant d'audace et de bêtises. Son marteau, qu'il tenait dans sa main, est resté suspendu un instant au-dessus du bloc de bois, comme figé par la surprise générale. L'onde de choc de son rire s'est propagée, et j'ai vu des sourires furtifs esquissés sur les visages des clercs et des quelques spectateurs. Chloé, elle, était debout, le corps raidi, la bouche entr'ouverte, les yeux brûlants de honte et de rage, fixant Maître Dubois comme s'il était le diable en personne. Le juge a toussé, s'est repris, la main sur la bouche pour étouffer le reste de son hilarité, un léger tremblement dans les épaules. Son visage a retrouvé son impassibilité, mais ses yeux pétillaient encore d'une étincelle malicieuse. Il a abaissé le marteau, d'un coup sec qui a résonné dans la pièce, un son bref et définitif. « Madame, a-t-il dit, sa voix maintenant grave, mais avec une pointe d'ironie à peine voilée, vous semblez avoir une définition, très personnelle de la précarité. » Il a balayé l'écran du regard, puis l'a fixé. D'où viennent, précisément, cette nouvelle voiture, ces voyages à Bali et cette montre coûteuse, si vous êtes censé être en situation de grande difficulté financière? La réalité. Elle avait rattrapé la fiction. Pas une fiction subtile, élaborée avec art, mais un mensonge grossier, étalé sans vergogne sur la place publique numérique. Et c'était cette bêtise, cette vanité ostentatoire, qui venait de la trahir. La honte n'était pas la mienne, pour une fois. Elle était sienne, et le goût de la victoire, amer mais indéniable, commençait à se diffuser en moi. Le marteau du juge n'a même pas eu besoin de frapper. Le son grave de sa voix, ce rire désabusé qui avait résonné dans la salle, avait suffi. Il avait prononcé les mots, précis, cinglants, et un poids immense que je n'avais pas su évaluer s'est soulevé de mes épaules. Non pas d'un coup, comme une carapace qui se brise, mais lentement, comme la marée qui se retire, laissant derrière elle non pas une plage propre et lisse, mais un sable mouvant, jonché de débris. Un vide étrange, voilà ce qui a suivi. Pas ce soulagement euphorique qu'on imagine quand on gagne une bataille. Non. Juste un creux, là, juste sous le sternum, là où le cœur bat à vide. J'ai respiré un air que je n'avais pas respiré depuis des mois, un air plus léger, oui, mais aussi plus froid, dépouillé de l'illusion. Mes yeux se sont posés sur Chloé. Son visage, un instant avant, était un masque de dignité contrite. À ce moment précis, la dignité s'est effondrée, laissant apparaître une couleur cramoisie, une teinte de fureur et d'humiliation qui montait de son cou pour envahir ses joues, ses tempes. Elle n'a pas pleuré. Pas une larme. Seule une expression figée de pure rage. Elle a ramassé son sac en cuir, celui que j'avais cru être un investissement raisonnable pour son nouveau départ, et a traversé la salle d'audience sans un regard en arrière. Ni pour moi, ni pour son avocat des faits, ni pour le juge qui l'observait avec une curiosité presque clinique. Elle a poussé la porte lourde et le clic sec a résonné comme un point final. Elle emportait avec elle, dans l'air vicié du couloir, non seulement sa défaite, mais aussi le souvenir de notre amour, souillé à jamais par cette avidité crue, exposée au grand jour. Comment ce qui avait commencé par des regards volés dans une bibliothèque universitaire, par des promesses murmurées sous des couvertures trop fines, avait-il pu s'achever dans cette mise en scène grotesque, devant le regard impitoyable de la justice? C'était un peu comme regarder une peinture de maître, une œuvre d'art, et découvrir qu'elle a été recouverte d'une couche de peinture bon marché, dénaturée, irréparable. Les jours suivants ont été une succession de gestes mécaniques, un tourbillon de paperasse. Des piles de documents à signer,
à relire avec Maître Dubois, dont le calme imperturbable était devenu ma seule encre. Des chiffres, des dates, des clauses à comprendre. Chaque ligne, chaque virgule portait le poids de notre échec. Les relevés bancaires, les titres de propriété, les accords de partage de biens qui, autrefois, n'étaient que des formalités administratives, devenaient des preuves tangibles de la désintégration de ma vie. Je passais des heures à mon bureau, l'odeur du café froid remplissant l'air, à trier des factures, à changer des adresses, à résilier des abonnements. Chaque appel téléphonique au service public, chaque modification d'un fichier en ligne était une petite amputation, une parcelle de notre vie commune qui était détachée et jetée. C'était un nettoyage chirurgical, sans anesthésie, mais avec la sensation persistante d'une amertume résiduelle, comme un arrière-goût métallique sur la langue après avoir mordu dans une pièce de monnaie rouillée. Non pas une douleur vive, mais une lassitude, une pesanteur constante qui alourdissait mes pas, rendait mes nuits plus courtes et mes matins plus gris. Un soir, la pluie a commencé à tomber. Une pluie fine et persistante, qui lavait le trottoir sous ma fenêtre, créant des reflets incertains sur l'asphalte noir. Je me suis retrouvé là, seul, mes doigts pressés contre la vitre fraîche, regardant les gouttes glisser. Le silence de l'appartement était assourdissant. Le clic-clac du ventilateur de mon ordinateur était le seul compagnon sonore. Et cette question, une question à laquelle je ne trouvais pas de réponse, s'est mise à tourner en boucle dans mon esprit, inlassablement. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à détruire à ce point? À piétiner ce qui fut, ce qui aurait pu être, pour de simples illusions. Je repensais aux stories Instagram de Chloé, à ces images qu'elle postait avec tant d'insouciance, les cocktails colorés sur des plages immaculées, les selfies souriant dans la nouvelle voiture, la montre scintillante au poignet. Est-ce que le simple fait de montrer aux autres une vie de luxe imaginaire valait la peine de réduire en cendres une décennie d'amour, de confiance, de projets partagés? Était-ce une course sans fin vers une validation externe, un besoin de prouver quelque chose à des inconnus, à ses abonnés, plutôt qu'à la personne avec qui elle partageait son quotidien? J'essayais de sonder cette profondeur, cette faille dans l'âme humaine qui préfère le miroir aux alouettes d'une image parfaite à la complexité brute, parfois imparfaite, mais réelle, d'une relation. Était-ce une forme de maladie de notre époque, cette obsession de l'apparence, cette course effrénée vers un bonheur superficiel, toujours plus grand, toujours plus visible? C'était une énigme, une froide étrangeté qui me laissait perplexe, sans colère, juste une tristesse profonde, une incompréhension face à ce qui me semblait être une folie pure. La justice avait été rendue, oui. Le juge avait vu au travers de la mascarade. Mes économies, une partie de ma dignité, avaient été sauvées de la rapacité. Sur le papier, j'avais gagné. Mais le mot lui-même sonnait faux. Gagner quoi? Une bataille où les deux camps finissent dévastés? La satisfaction du dénouement légal s'estompe rapidement face à la certitude que quelque chose d'irréversible a été brisé en moi. Une confiance, un optimisme naïf, une certaine idée de l'amour et de l'engagement. Tout cela gisait en ruine. La cicatrice, elle, restait gravée au fer rouge. Non pas une cicatrice visible, non pas une de celles qu'on peut montrer du doigt et dont on peut raconter l'histoire. C'était une cicatrice intérieure, une marque qui se nichait au plus profond de moi, dans la façon dont je regardais le monde, dans la façon dont je me méfiais désormais des sourires trop faciles, des promesses trop belles. Elle me rappelait que même les fondations les plus solides peuvent être minées, que même les liens les plus intimes peuvent se transformer en chaînes. Cette marque, elle n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'une autre, une histoire où la prudence le disputerait à l'espoir, où la sagesse serait teintée d'une mélancolie durable. Et devant cette pluie incessante, je savais que le chemin pour panser cette blessure invisible serait long, et que la mémoire de ce qui avait été perdu ne cesserait jamais vraiment de me hanter.